On est avec Marinette Pichon. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marinette, tu as été footballeuse professionnelle. Oui. Tu as joué en équipe de France au poste d'attaquante. Mhm. Et tu as même été capitaine de l'équipe de France. Pas vraiment. Non. Par absence, pour pallier à certaines absences, mais j'étais plutôt la buteuse de l'équipe de France. Et d'ailleurs, tu as un record de buts avec le Ouais. maillot bleu. 81 buts en 112 sélections. Pour l'instant, la meilleure marqueuse, je crois la meilleure buteuse est à 53 ou 56 buts. Impressionnant. Du coup, je me demandais comment est-ce que tu as commencé le foot, comment ça t'est venu, à quel âge, quelles circonstances? Alors, ça m'est venu à l'âge de 5 ans. Les circonstances, je dirais, banales. On se baladait dans la rue principale de Brienne-le-Château, là où mes parents résidaient à l'époque. Et on est passé dans le stade municipal de Brienne-le-Château et j'ai entendu des bruits, des cris, de la joie. Et j'ai tout de suite été attirée. J'ai tiré le bras de ma mère. J'ai dit, allez, on va voir, on va voir. Alors, j'ai pas une aussi bonne mémoire, hein. C'est qu'à force de se le rappeler, maintenant je suis impeccable, je peux le rappeler à chaque fois. Mais du coup, on a franchi l'enceinte de ce stade et on a rencontré plein de parents qui étaient derrière les mains courantes et qui regardaient les enfants. Et moi, je les ai regardés aussi avec des yeux ébahis et un éducateur à ce moment-là est venu vers moi en me tendant un chasuble, en me disant, est-ce que tu as envie de jouer? Et j'ai rigolé, je lui ai dit, bah non, je peux pas, je suis une fille. Déjà là, le cliché, et puis il a rigolé, il m'a donné le chasuble et j'ai commencé à jouer à ce moment-là. À 5 ans déjà, tu répondais, je ne peux pas jouer au foot parce que je suis une fille. Ouais. Apparemment, je l'ai sorti du tac au tac, donc c'est que j'ai dû entendre ce genre de réplique à droite à gauche pour l'exprimer aussi facilement. Je pense que c'est ce qui a dû se produire. Et du coup, par la suite, tu jouais avec les garçons? Oui, j'étais la seule fille du club à jouer en mixité jusqu'à l'âge de 16 ans où la mixité n'est plus possible. De ce fait, il faut trouver un autre club. Et du coup, comment t'as trouvé un club? T'as dû déménager? Non, je suis restée vivre chez mes parents parce que je n'étais pas autonome encore. J'avais raccroché les crampons tout simplement parce que pour moi, le football était terminé. J'avais pris beaucoup de plaisir avec les garçons, mais plus de possibilités d'aller m'éclater ailleurs. Et j'avais pas connaissance des championnats féminins. Et c'est mon éducateur, toujours dans les bons coups, qui a appelé la présidente de Saint-Mémy dans la Marne, qui évoluait à l'époque en division nationale, et qui lui a dit, bah, tiens, moi j'ai une petite jeune, elle est pas mal, peut-être que tu pourrais la prendre en détection, voir ce que ça donne, et puis voilà. Et l'aventure a commencé par là, un petit coup de fil entre deux coachs et une sélection avec la Ligue Champagne-Ardenne. Et puis moi qui a explosé tous les tests. Et puis voilà. Il n'y avait pas encore de club professionnel à l'époque chez les femmes? Non. Et du coup, tu es partie aux États-Unis? Ouais, moi je suis pas partie tout de suite hein, parce qu'après j'ai migré en 94 donc dans la Marne pour y trouver un travail, un emploi. Mais j'avais déjà signé une licence chez eux en amont. Et puis oui, j'ai eu un appel du pied de la Women United Soccer League qui m'a un peu perturbée, polluée, parce que c'était le meilleur championnat à l'époque, avec les meilleures stars. Et je m'y intéressais, je regardais un petit peu ce qui se passait, mais pour moi c'était même pas un rêve, parce que je ne pouvais même pas l'imaginer ou me l'imaginer. Mais comment c'est arrivé? D'où c'est venu? C'est venu, on reçoit un coup de fil, quelqu'un qui baragouine « Hello, Marinette Pichon, it's Mark Krikorian ». Oui, d'accord, je parle pas très bien anglais, donc c'était assez comique sur le coup, l'échange. Et puis il y a eu une conférence call, on fait des échanges avec la personne qui s'occupait de moi à l'époque. Je parle pas d'agence, parce que c'était pas une agence, c'était vraiment une amie qui a géré toutes les éventuelles discussions et interrogations liées à ce transfert, à cet éventuel transfert, parce qu'on était vraiment qu'en négociation d'éventualité, rien d'autre. Et puis quand on est rentré un peu plus dans le vif du sujet, mais ça me donnait de plus en plus envie. Et j'ai franchi le pas et j'ai franchi voilà, l'Atlantique. T'avais quel âge? Je suis partie en 2001, février 2001, et j'avais 25. D'accord. 25. Et alors du coup, aux États-Unis, je sais que le football féminin est très populaire. C'est le sport numéro 1 chez eux là-bas. Voilà. Les filles, en tout cas, sont plus nombreuses en termes de licenciés que les mecs.
Du coup, tu as vraiment ressenti la différence en termes d'exposition médiatique aussi? Ah ben, tu arrives dans un pays où tout est dévoué au football féminin, donc au soccer, comme ils l'appellent là-bas, et c'est vrai qu'il y a des 60% de gens qui sont au courant de l'information de l'évolution de ce foot féminin, et 20 000 personnes dans les stades tous les week-ends. Avec des gens aux entraînements, des vrais fans, quoi, des vrais supporters, et puis ça touchait des cibles vraiment familiales. Ça allait du pupichoun à la grand-mère, quoi. Donc c'était fabuleux d'avoir cette mixité intergénérationnelle dans les tribunes. Selon toi, qu'est-ce qui fait que le football soit aussi populaire aux États-Unis pour les filles et aussi mal perçu en France, où ce soit aussi difficile pour les femmes d'avoir de l'exposition médiatique, des sponsors? Parce que les Américaines ont déjà plus de résultats que nous, elles sont double championnes olympiques, elles sont championnes du monde, et elles ont été capables de créer leur propre championnat, de le faire fonctionner. Donc à partir de là, ça a généré beaucoup d'intérêt, beaucoup de partenaires sont venus mettre un peu d'intérêt financier, et puis après, il y a eu des stars comme Mia Hamm, comme Brandi Chastain, comme Tiffany Milbrett, comme Alex Morgan, comme Hope Solo, etc., qui font qu'à un moment donné, tu ne peux que connaître cette équipe nationale américaine. Aujourd'hui, l'équipe de France féminine, elle a aussi des résultats plutôt bons. Elles ont fait des demi-finales, il me semble, au championnat du monde. Oui, bien. Aux Jeux olympiques aussi. Oui, voilà. Exactement. Elles ont fait un quart de finale en 2009 championnat d'Europe. C'est la première fois que l'équipe de France franchissait un tel palier. Ensuite, elles ont confirmé leur belle performance en 2011, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, où elles ont en effet atteint le dernier carré final avec quelques déceptions, encore une fois, parce qu'elles laissent passer cette demi-finale sur un fait de jeu, sur une erreur d'inattention et une erreur défensive. Il y a eu en effet une progression, mais il y a aussi un manque de résultats, matériels. La médaille, à un moment donné, il faut pouvoir la passer autour du cou, sinon ça n'a pas de valeur auprès de ces médias, et on sait que les médias, c'est ce qui fait tourner la société, l'économie, et si on n'a pas de résultats, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, l'équipe de France, c'est un peu comme un soufflé au fromage. C'est que si on n'arrive pas à avoir de résultats, on aura moins de couverture médiatique et ce sera plus compliqué, il faudra recommencer le travail. Tu penses qu'on est à une médaille ou un titre de lancer un cercle vertueux pour le foot féminin, comme ce que tu as pu observer aux États-Unis? Ouais, je pense que si on arrive à accrocher, je dirais, une masse de fans, on pourra surfer dessus et développer le football féminin. Mais sinon, sans ça, ce sera vraiment compliqué. Alors, toujours à propos de sponsors et d'argent, quand on pense footballeur, on pense plein de thunes. Ouais. Est-ce que tu es plein aux as? Non. J'ai bien gagné ma vie à un moment donné, puis j'en ai bien profité, j'ai bien claqué mes thunes. Voilà, j'ai fait carpe diem, et non, j'ai bien vécu, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. J'ai bien gagné ma vie, c'était de l'ordre de $6 000, tout est relatif, mais pour quelqu'un qui, comme moi, a eu un parcours assez sinueux et qui travaille dur pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, ça a été que du bonheur. Donc en fait, les salaires pour le sport féminin restent quand même inférieurs à ce que pouvaient gagner les athlètes masculins aux États-Unis. Aux États-Unis, les meilleures joueuses, alors après on ne parle pas des grandes stars, parce que ça émergeait je pense à 100 000 mensuels peut-être. Mais après en France aujourd'hui, ce football évolue, mais il ne faudrait pas qu'il évolue comme celui des garçons, et sans ça, ça lui serait néfaste, quoi. De rentrer dans ce football business pognon où le transfert d'une nana va être plus important que ses qualités, que ses compétences, de ce qu'elle pourrait amener à l'équipe. Pour moi, ce serait préjudiciable. Le foot féminin peut développer son propre modèle. Ouais. Il y gagnerait sans doute plus qu'à suivre celui des garçons nécessairement. Ouais. D'ailleurs, leur coup de com' qui avait été réalisé juste avant les championnats d'Europe avec cette séance photo un peu dénudée a été une première pierre lancée dans la mare, et ça a fait réagir beaucoup de monde. Et le slogan, c'était « Faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer ?» Super intéressant ces réflexions autour du foot féminin. Du coup, pour parler de la Coupe du Monde qui commence ce soir, tu vas être consultante pour Europe 1, pour une émission quotidienne qui devient le Europe 1 Football Club tous les soirs. Quel est ton rôle dans l'émission? Qu'est-ce que tu vas apporter? Je vais essayer d'amener l'expertise du haut niveau, de ma connaissance tactique et technique,
un regard, je vais rentrer un peu moins dans les détails parce que ça, il y a des spécialistes pour le faire, mais le regard du haut niveau, quand on passe de l'autre côté de la barrière, on a pratiqué, donc on sait les difficultés de préparer une telle Coupe du Monde, pour l'avoir vécu, hormis les JO, toutes les compétitions majeures, c'est d'amener ces petites analyses qui pourraient être pertinentes et pour les auditeurs et puis aussi pour les gens qui sont autour de cette table, hein, comme je pourrais prendre tout ce qui est bon à prendre des autres consultants tels que Raymond ou Guy ou Bérangère. Est-ce que vous allez aussi dans l'émission aborder un petit peu tout l'aspect sociétal évidemment. Au Brésil ? Comment ne pas l'évoquer alors qu'il y a des manifestations dans les rues, parce qu'on a privilégié la réception de la 20e Coupe du Monde de football dans un pays économiquement en situation délicate, avec des manifestations tous les jours, parce qu'on n'a pas privilégié les secteurs de la santé, l'éducation. Il y a une part de population qui est vraiment partie prenante pour cette Coupe du Monde, mais d'un autre côté, il y a aussi toute cette partie qui est délaissée, qui a raison de penser, au final, qu'une Coupe du Monde, c'est éphémère, ça va rester un mois, mais évidemment que l'aspect sociétal est super important. On ne peut pas négliger et se rentrer dans une bulle, même si je comprends les institutions de la Fédé, de la FIFA du moins, qui demandent aux Brésiliens de mettre entre parenthèses leur manifestation. Mais comment voulez-vous qu'on mette entre parenthèses des manifestations alors que tous les médias sont là? C'est le seul moment où ils pourront être écoutés. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est normal, c'est logique. Après, il faut avoir cette analyse. Oui, on est sur une terre de football, mais on est sur une terre, dans un pays, sur un continent qui est extrêmement appauvri. Et cette Coupe du Monde a deux aspects. L'aspect de faire parler des différents sites du Brésil, d'amener économiquement du public, et donc de la vie et des finances au Brésil. Mais elle s'annonce peut-être pas sur les meilleurs augures ce soir. Mais c'est intéressant que, effectivement, l'aspect sociétal est beaucoup discuté, alors que je me souviens pour les JO en Chine, il y avait une espèce de frilosité des médias, mais c'était plus frileux. Je pense que ceux qui parlaient du sport. Ouais, mais je pense que la liberté de parole aujourd'hui est plus accentuée sur cette Coupe du Monde que ne l'était, ce que n'a pu l'être sur les JO de Pékin, tout simplement parce que quand tu allais faire la queue pour entrer sur les parcs dédiés aux événements des JO, en contrebas, tu avais les personnes qui allaient faire la queue pour aller chercher leur gamelle auprès je connais pas les intitulés des Restos du Cœur chez eux, mais les aides humanitaires au même titre. Donc, on a voulu porter à la connaissance du grand public ce qu'on a pu, ce qu'on a eu envie, mais beaucoup de choses ont été étouffées. On était dans une souffrance probablement à l'identique, voire même plus. D'accord. Donc les lectrices vont pouvoir te retrouver tous les soirs du lundi au vendredi. Merci beaucoup Marinette Pichon. Merci à vous. Je vais te donner 3 petits autocollants et tu vas Faut que j'école. Choisir. Jolie mademoiselle, Platon aussi. Super, merci beaucoup.